Je nous appelle un peu les 4 mousquetaires d'analyse technique et du trading français, de la bourse, pour essayer de faire des prévisions, et régulièrement, parce qu'on se retrouve régulièrement, tous pour un et un pour tous, sur les différents indices du marché. Alors, cette année, on a décidé, avec Jean-Louis, Tammy et Stéphane, on s'est dit, tiens, ça serait bien, outre le CAC 40, de regarder le S&P 500, le Nasdaq Composite, et puis le Nasdaq Composite, et on va faire un peu exotique, on va faire le Hang Seng, pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut en dire, si on peut dire quelque chose, et avoir une prévision, ce qui vous donnera un petit panel. Alors en 1 heure, c'est toujours assez rapide comme pour faire ces diagnostics. On est 4, et je vous rappelle qu'on s'est revus régulièrement depuis l'année dernière, en mars 2013, on s'était revus en septembre 2013, on s'est revus ici, et on se revoit à nouveau en 2014 aujourd'hui, et on se reverra certainement d'autres fois. Donc c'est intéressant pour vous de prendre ces analyses. Souvent, elles sont la plupart du temps filmées. Vous pouvez également les regarder en vidéo, revoir un petit peu en vidéo ce qui a été dit, ce qui a été pensé, parce que certaines fois aussi, on comprend pas forcément les intervenants. Quand ils disent un truc, c'est mieux de le revoir, de le relire ou de le réécouter. Et donc, ça pouvait être intéressant. Alors, on va essayer un peu de voir avec nos 4 conférenciers, enfin nos 3 autres conférenciers avec moi, de voir un petit peu le S&P 500. D'abord, commençons par le S&P 500. Alors, on a des graphiques de Stéphane, il y en a 2 qui ont bossé, André Malpel, Stéphane Sonutaille et André Malpel, les autres, ils arrivent un peu en dilettante, donc, non, c'est une plaisanterie, évidemment, comment ça s'appelle, on va essayer de voir un petit peu ça, parce que justement, sans rien, sans papier, ils vont essayer de nous faire des analyses intéressantes sur, alors on va commencer par le S&P, ensuite on fera le Nasdaq Composite, d'abord les 2 marchés américains, et ensuite le Hang Seng de Hong Kong, et ensuite le CAC 40 pour finir, et de voir un peu ce que la salle en pense. On essaiera également de faire, comme vous savez, à chaque année, on essaye de voir un petit peu qui est acheteur, qui est vendeur, pour essayer de voir quel est le consensus général de la salle. Alors, je vais demander, on va commencer par Tammy, s'il est d'accord. On va commencer à ma gauche, avec Tammy, sur le S&P 500. S&P 500, long terme, moyen terme. J'ai deux graphiques ici. Qu'est-ce qu'on peut en dire selon toi? Merci de commencer par moi. Bonjour. Rapidement, donc le S&P 500, on est toujours dans une tendance de fond haussière. Vous m'entendez ou pas? Et là, c'est bien? Ouais, c'est bon. Ok. Donc le S&P 500, on est dans une tendance de fond haussière. Il est important effectivement, avant d'analyser, de revenir sur ce qu'a fait le marché. Et depuis l'année dernière, on a assisté à une forte progression de la plupart des indices boursiers internationaux. C'est d'autant plus intéressant de faire le constat que l'année dernière, on a eu énormément de, d'économistes, d'analystes qui disaient que les indices boursiers allaient fortement baisser. Et les marchés ont monté. Pour ceux qui ont assisté à ma conférence d'hier, donc j'avais mis un graphe, donc j'ai quand même fait le job, mais bon, j'ai pas envie de le partager parce qu'on a déjà des graphes, donc c'est pas la peine de compliquer les choses. Mais rapidement, et pour ceux qui ont assisté, pour ceux qui n'ont pas assisté, c'est pas grave, il y aura la vidéo. La tendance, elle est magnifique, elle est clairement acheteuse. D'accord? Donc, la difficulté de la chose, c'est de se dire, est-ce que ce n'est pas trop haut? Est-ce que le marché va encore du potentiel? Tout à l'heure, une personne me posait la question, Tammy, est-ce qu'on a encore un potentiel? Et moi, je vais être franc avec vous. On est dans une situation où le marché, effectivement, peut se retourner très rapidement. On a déjà beaucoup progressé. Maintenant, on n'a aucun signal de retournement de tendance. Donc, moi, je suis vraiment dans une situation où j'attends d'avoir des divergences baissières validées, où j'attends d'avoir des signaux de faiblesse, où j'attends d'avoir des moyennes mobiles qui se retournent. Hier, pour ceux qui ont assisté à ma conférence, on a attendu 6 mois durant les précédents cracks avant d'avoir un véritable effondrement. Donc, on peut avoir une situation qui va durer pas mal de temps avant d'avoir une situation de retournement. Donc, on est très loin d'un retournement aujourd'hui. Maintenant, on est déjà perché. Alors, le seul point, et c'est très important de le mentionner, le seul point positif, c'est que là, on avait une situation de quasiment guerre mondiale. On a eu des indices qui ont fortement baissé. Là, Poutine qui appelle Obama, qui dit voilà, c'est bon, on va faire la paix. Les marchés qui montent, le DAX qui a explosé, d'accord, alors que tout le monde la semaine dernière nous disait ça va s'effondrer.
Donc les indices sont tenus super bien. Les signaux sont toujours acheteurs, donc moi je ne peux pas vendre ce marché à l'heure d'aujourd'hui. Par contre, je le travaille plutôt en day trading. Je pense que tous les étudiants de la TKL l'ont fait. On a eu une semaine extraordinaire, mais pour l'instant, on a un marché qui est toujours acheteur. Il faut le travailler à l'achat. Donc justement, pour revenir rapidement sur le S&P. Alors je ne sais pas si... Donc est-ce que vous voyez le marché par là? Normalement, vous voyez la souris. Parfait, super. Vous voyez ici, on a ce que moi j'appelle une bougie de contrôle. C'est un marché qui fait une consolidation latérale. Vous voyez, on a 1, 2, 3. Donc ça, c'est un graphique mensuel. Donc on a 1, 2, 3, 4 mois de surplace. 4 mois de surplace sur ce marché. On est bien d'accord que dans un marché qui fait du surplace, les moyennes mobiles elles sont assez acheteuses, les indicateurs techniques, bon, j'utilise pas le momentum, mais le RSI pour moi est assez acheteur, on ne peut pas le vendre. Par contre, là, on a un niveau aux alentours des 1780, 1760, d'accord, qui passe par là. Donc le plus bas de la bougie mensuelle. Donc on est dans cette zone, d'accord, qui pour moi constitue un seuil extrêmement important. Et puis bien évidemment en dessous vous avez ce précédent niveau. Donc la stratégie elle est très simple. Je suis acheteur sur ce marché. Au-dessus, je suis encore plus acheteur parce que tout le monde se fait massacrer. Donc on a Soros qui a vendu, tout le monde qui est au short là. Et si on casse les précédents points hauts, ça veut dire qu'il y a un flux acheteur de folie. Et donc le marché peut continuer à monter parce qu'on a plein de contrariants. Je ne sais pas si vous avez entendu Tom DeMark début février. Tom DeMark, c'est un analyste technique très réputé qui a dit début février, les marchés dans les prochains jours vont perdre 30 à 40%. Et le 5 février, ça correspondait à un point bas. Les marchés explosaient à la hausse. Donc on a plein de gens qui sont vendeurs aujourd'hui, d'accord, sur les marchés. Et là, l'idée, c'est de se dire, encore une fois, c'est que si effectivement le marché explose à la hausse, tout le monde sera pris de revers et donc pour nous c'est extrêmement positif. Donc là je vais raisonner plus en termes de stratégie. Au-dessus de cette zone de consolidation, je suis plutôt acheteur. En dessous, là je suis plutôt vendeur mais prudent. Et bien évidemment il faut casser les gros niveaux 1760, 1740, 1700 pour véritablement, parce que là les moyennes mobiles vont se retourner, on aura des signaux vendeurs et là on pourra être agressif à la vente et là le risque de crack sera beaucoup plus évident. Donc on a encore de la marge. On n'a pas encore de signaux vendeurs, donc il faut avoir à l'esprit ces deux situations possibles. Une situation où tout le monde est pris de revers, on casse, et là, ça vaut vraiment le coup de continuer parce qu'on a plein de gens qui nous disent ça va se casser la gueule, ça va se casser la gueule. Donc moi, j'adore ces situations. Et une situation où le marché va se casser la gueule, mais on aura le temps de voir venir, et donc on va attendre des confirmations sur le plan technique. D'accord? Voilà. Parfait. Je pense tout le monde a un peu compris. Ils sont bien la claque, hein. Je pense. Et combien tu les as payés? C'est pas cher, hein. C'est très bien, c'est très bien. C'est utile, d'accord. Mais on a aussi de très bons conférenciers, d'autres conférenciers très valables avec de très bonnes prévisions. Alors, je vais passer la main donc à Stéphane. Stéphane, que penses-tu du S&P toi-même? Je vais te mettre ton graphique. Hop. Tac, bouge pas. Lève là. T'en as plusieurs des graphiques, ça se fait ça? Non, t'en as qu'un. D'accord. Hop. Bonsoir, merci d'être venus si nombreux en cette fin de journée. J'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit brillamment précédemment. Donc vous avez eu raison d'applaudir. Ce que je rajouterai simplement par rapport à mes modèles, c'est que je pense qu'on est dans une bulle spéculative relativement importante aux États-Unis, et bon, c'est pas nouveau que de dire ça, mais j'essaierai de vous le prouver un petit peu plus factuellement, surtout sur le Nasdaq 100 tout à l'heure. C'est plus joli. J'ai fait un parallèle un petit peu entre ce qui s'était passé avant l'an 2000 et ce qui se passe maintenant, et on va voir que pour des raisons totalement différentes, on évolue vraiment de façon très significativement identique. Donc ça serait intéressant de voir ça tout à l'heure. Au niveau du SP500, on est quand même topiche, ça c'est clair. C'est vrai que je suis assez d'accord avec Tammy en disant qu'il y a quand même déjà beaucoup de personnes qui se sont mis contrariens sur le marché, et ça serait peut-être pas étonnant finalement qu'il y ait un contre-pied de dernière minute, que tout le monde soit obligé de se racheter un petit peu avec hâte et qu'on crée une bulle spéculative juste avant peut-être un effondrement terminal et final. Ça serait assez dans le scénario des marchés financiers et assez dans l'air du temps par rapport aux positions qui sont déclarées ouvertement dans la presse par Soros et par plein d'autres.
Donc d'un point de vue un petit peu plus factuel, je pense que le niveau 1880-1900 est un point clé, effectivement. Si on passe au-dessus, je pense qu'on aura l'attirance d'aller visiter le niveau peut-être plus psychologique que technique à 2000 sur le SP500, et s'arrêter autour de ce niveau serait peut-être pas mal pour boucler la boucle. Bon, je pense qu'on ne peut pas également, comme le disait Tammy, négliger une chute assez rapide, mais pour ça, il va falloir effectivement casser quelques niveaux importants. Et pour moi, en fait, j'ai vraiment le niveau 1830 points sur le SP500 en ligne de mire. C'est-à-dire que si on commence vraiment à casser 1830 points, je pense qu'on peut commencer à engager une vague de baisse qui, dans un premier temps, pourrait trouver un point d'appui solide vers 1700, avant de peut-être de retenter une reprise en direction des plus hauts. Alors stratégiquement, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je me mettrais bien entendu pas vendeur à découvert un petit peu avec la foule, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de vendeurs à découvert sur ce marché. Et j'ai pas tellement envie d'acheter non plus, parce que on est contre une résistance. Donc, dans la logique de situation, si on veut faire une petite gestion de risque, si on achète, c'est pour viser quoi ? Avec un risque en face de combien ? Ben en fait, on n'est pas du tout dans des bonnes statistiques. C'est-à-dire qu'on a quand même un risque de baisse, ne serait-ce qu'en correction technique logique à long terme, de 10 à 15%, avec un potentiel de hausse, si on est vraiment purement technique et si on identifie une résistance long terme, comme je l'ai mis en vert, ben on n'a qu'un potentiel de quelques pourcents. Donc c'est très mal timé son point d'entrée que d'acheter sur le Nasdaq dans une optique moyen-long terme. Pardon, le SP500, excusez-moi. Donc, stratégiquement, moi, je serais tout à fait apte à rester totalement à l'écart du SP500 et à aller voir sur d'autres marchés s'il y a meilleure fortune à faire, parce qu'on sent bien qu'on a du mal à monter, mais on ne veut pas baisser. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec des trucs comme ça ? Voilà. Voilà ce que je dirais assez sobrement et simplement. Voilà. Merci Stéphane. Alors Jean-Louis, S&P. Évidemment que c'est haussier. Donc le problème, c'est que par quel bout on le prend, ce marché ? Comment on le prend ? Avec quels outils ? Avec quelle confiance dans une méthode pour le travailler ? Parce que j'entends dire, il y a beaucoup de vendeurs, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. Il y a surtout beaucoup de gens qui parlent, mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand monde qui fait quelque chose. Et souvent, ceux qui vous disent je suis vendeur, enfin, il faut vendre, etc., ils n'ont pas de position ouverte à la vente, c'est pas vrai. La position ouverte à la vente, elle est relativement modeste. La position de la spéculation, elle est relativement modeste. Décrypter un graphique, c'est décrypter un message. Et si vous ne connaissez pas le fonctionnement à la perfection du marché, j'entends par fonctionnement le rôle de chacun des acteurs, que ce soit les gérants, les arbitragistes, etc., les spéculateurs, vous n'arriverez pas à le comprendre. Là, aujourd'hui, ok, c'est haussier. S'il fallait intervenir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on constate ? Déjà, qu'est-ce que je constate et comment j'interviens ? Donc, c'est la hausse, probabilité de hausse supérieure. Le risque, il est toujours présent. Il est toujours présent, bien évidemment. Alors, on dit en revanche qu'il n'y a jamais un crack, j'entendais parler de crack, mais il n'y a jamais un crack partant d'un point haut. Ça n'existe pas. Il faut d'abord au moins perdre 10-15% pour commencer à vulnérabiliser le marché. Aujourd'hui, le marché n'est absolument pas vulnérable. La grande différence avec 2007-2008, c'est que tout le monde est conscient qu'ils feront tout pour les tenir, sauf quand ils ne pourront plus, et qu'à chaque problème, on ne le résout pas, on apporte un artifice. Bon. Donc on a la merci de tout et de rien en même temps. Voilà, on ne sait pas où on va. Aujourd'hui, il y a les perspectives économiques, les perspectives sociales, politiques, à tous les niveaux, c'est l'incertitude complète. Complète. Voilà. Donc les gérants, aujourd'hui, ils savent parfaitement que c'est le bordel, que c'est compliqué, que tout peut arriver. Donc il y a longtemps, si vous voulez, qu'ils ont pris leurs précautions, à savoir, ils gardent des liquidités, et si le marché baisse, ils ne sont pas dans l'obligation de vendre. Vous comprenez ça ? Parce que un mouvement sur les dérivés, parce que les dérivés ont pris de l'importance, dès qu'il y a un mouvement,
si vous voulez, un écart de marché amène une amplification de cet écart et donc déclenche un mouvement. Sur 2013, par exemple, je vous ai dit, ça ne sert à rien de se fixer un objectif parce qu'il y aura des trous d'air et ces trous d'air seront suivis de reprises, etc. Et sur 2014, j'ai dit voilà, on va faire peut-être des grandes phases où il ne se passera pas grand-chose, des grandes phases de retournement. Et on est dedans aujourd'hui. Il n'y aura pas forcément un retournement d'ailleurs, hein, mais des grandes phases où il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que justement, tout le monde est conscient de la situation. Donc tant que le QE va continuer comme il continue, tout en diminuant, tant qu'on apporte des artifices à tous les problèmes, le marché, il est, voilà, c'est la marée haute, c'est calme, il n'y a pas grand-chose à dire, à faire. Alors, si vous avez une méthode pour entrer sur ce marché avec toute la confiance nécessaire, allez-y, allez-y. Mais moi, j'ai le sentiment que au premier petit trou d'air, vous allez paniquer. Enfin, peut-être pas paniquer, mais vous allez douter. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est pas de savoir où il va, parce que franchement, de toute façon, l'analyse technique, c'est valable surtout pour des horizons de trading très courts. Hein, on est bien d'accord. D'ailleurs, à très long terme, le fondamental prend le dessus, et à très court terme, enfin à très court terme, j'entends à très court terme sur un an, à partir d'un an, hein, donc c'est déjà pour certains du très long terme pour ceux qui font de l'intraday. Mais disons que sur des gestions à moins d'un an, évidemment, l'analyse technique prend tout son intérêt. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que je vais faire et comment je vais attraper ce marché. Ben, moi, je le fais toujours de la même manière, c'est-à-dire que depuis quelque temps, je suis en poudre synthétique, c'est-à-dire j'achète des calls parce que nous avons une faible volatilité, donc s'il faut le faire, vous n'avez pas le choix. Et en face, je vends des futurs, bon, sur des points hauts, j'essaie de le faire sur des points hauts. Et je considère que les probabilités de retracement sont fortes. Et puis, sur des périodes plus courtes, c'est-à-dire en jours, voire en semaines, je travaille à l'achat, tout le temps. Je travaille tout le temps à l'achat, ce qui fait que quand je rachète des futurs, je me retrouve acheteur de call, et quand je revends les futurs, je me retrouve acheteur de poudre synthétique. Et je fais ça comme ça, tout le temps, et je gagne tout le temps. Pas compliqué, je perds jamais. Alors maintenant, moi je suis pas là pour démontrer que ça fonctionne, il suffit de regarder... Il suffit de regarder, de suivre ce que je dis chaque semaine sur BFM. Moi, j'essaie d'apporter un peu de culture bourse à ce moment-là. Mais au moment où, justement, tout le monde disait que ça allait se casser la figure, c'est là que c'est remonté. Voilà. Et moi, je disais non, il n'y a pas les éléments pour baisser. Puis quand on arrive à 4400, il n'y a pas les éléments pour monter. Alors, ce sont des scénarios probabilistes. Ce sont des scénarios probabilistes. D'ailleurs, la plus grande surprise, c'est que ça marche tout le temps en ce moment. C'est ça qui me surprend le plus. Voilà, je me dis, mais c'est pas possible, ça recommence. Alors, on le fait, on doute. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Bien sûr qu'on doute tout le temps. Moi, je doute tout le temps. Mais j'ai confiance dans ce que je fais. Mais avoir confiance, ça se décrète pas, ça se construit. Il faut le faire et le refaire, et le constater, et recommencer. Et ça, c'est difficile psychologiquement. Donc la plus grande difficulté pour aborder des marchés qui sont très particuliers en ce moment, c'est le mental. Voilà, il faut travailler le mental. La technique, ça on va dire qu'elle est acquise. Si elle ne l'est pas, il faut bosser dessus, bien sûr. Mais en tout cas, pour des gens comme moi, c'est le mental, c'est là-dessus qu'il faut bosser. C'est trouver une manière praticable, c'est-à-dire une manière d'intervenir sur ce marché qui est supportable par l'homme avec un grand H, c'est tout. Et je vous garantis que c'est pas simple. Il faut imaginer toutes les possibilités de marché et s'y préparer avec un plan. Et après, on déroule le plan. Voilà. Donc moi, je pense que le marché, évidemment, reste haussier parce qu'il l'est, on le constate, ça c'est pas compliqué à voir. Qui peut se retourner à tout moment ? Bah oui, bien sûr. Mais comment on fait pour justement être dans ce retournement ? Donc là, je considère que les poudres synthétiques sont extraordinaires. Je ne vois pas là d'autres solutions. Franchement, je ne vois pas d'autres solutions. Parce que j'y suis 24/24 grâce à ça. Et si ça monte, avec les probabilités de retracement systématique, et c'est vérifié par les événements, parce que c'est ce qui s'est passé chaque jour depuis des semaines et des mois, dans
dans la séance, on va dire qu'on achète et on vend, et on achète et on vend. Et parfois, on laisse porter 2-3 jours. Par exemple, là, je vous avais proposé 4355, on achète si ça franchit, pour aller chercher 4410, mais pas plus. Donc moi, vendredi soir, je suis revenu à 100% sur mes poudres synthétiques. Ça veut dire que si ça ouvre lundi à la hausse, je ne gagne pas. Mais je perds pas, puisque j'ai des puts. Alors évidemment, on perd un peu, si vous voulez, parce que ça manque à gagner. Mais si jamais, et c'est arrivé à plusieurs reprises, le marché ouvre avec un gap à la baisse d'une 50aine de points ou une centaine de points, ça peut arriver. Ben écoutez, là, par contre, c'est banco, quoi, ça gagne gros. Il faut plus vous pencher sur... Vous savez, l'analyse technique, c'est pas de l'astrologie, hein, c'est vraiment... Alors déjà, la bourse, c'est pas une science exacte, c'est vrai, donc c'est compliqué, mais il faut vraiment vous pencher sur la méthode, comment, concrètement, vous allez intervenir sur un marché en toute sécurité. Enfin, en toute sécurité, il y a toujours un risque, mais un risque pricé, bien calculé, etc. Voilà, ça mériterait évidemment qu'on en discute pendant des heures. Il y a plein de questions sur lesquelles il faudrait répondre, etc. Mais voilà, le warning que j'essaye de vous donner, il est là. On n'est pas là pour dire on va aller à 6000, on va aller à 2000, mais parce qu'on ne sait pas comment on va y aller, avec quelle vitesse, avec quelle variation de volatilité. Moi, vous savez, je suis toujours sur le marché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je suis toujours 24-24. 24-24, aujourd'hui, j'ai 200 lots en permanence, minimum sur le marché, vous voyez. Voilà, donc ça, c'est des trucs qu'il faut gérer. Et si vous n'avez pas une méthode, et pas basée sur forcément du directionnel, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. On n'est pas tout le temps à dire je vise du directionnel. Et aujourd'hui, je ne vise pas du directionnel, je m'y prépare des fois mais je ne le vise pas, et j'essaye d'accumuler des opportunités dans des phases de marché qui sont extrêmement étonnantes, et qui vont continuer à être étonnantes jusqu'à qu'on décrypte dans ce message autre chose, mais pour l'instant, moi je décrypte toujours la même chose. Voilà. Alors évidemment, hein, parfois il y a 200 points, on va me dire « t'as eu tort, on a pris 200 points », mais je m'en fous, on les repère, on les regagne, on les repère, c'est ça. Donc ça fonctionne, c'est vraiment, ça confirme, si vous voulez, la méthode que j'utilise, parce que je vois pas comment on peut faire autrement, c'est tout, sinon on craque, on pète les plombs, si on n'a pas de méthode... Donc arrêtez, diminuez le côté je devine où on va aller. Penchez-vous sur comment on va faire. Voilà. Okay. Merci Jean-Louis. Jean-Louis a un peu balayé plusieurs marchés en même temps. Alors c'était la S&P uniquement pour l'instant, mais bon, c'est pas inintéressant parce que justement... Les niveaux, on est d'accord. Ils sautent aux yeux, hein. Attendez... ça va, les niveaux, ils sont là, on les voit. Aujourd'hui, de toute façon, on les a marqués, remarqués. Bon, après, on peut déclencher des signaux de vente de différentes manières, en utilisant, comme Témi l'a dit, les moyennes mobiles. Moi, j'aime bien les moyennes mobiles, les choses simples. De toute façon, toutes les décisions que je prends sont sur des choses simples. Parce que plus c'est compliqué, moins on va vite, et plus on hésite. Oui, non, Jean-Louis, justement, essayait de survoler un petit peu différents marchés en prenant et parler à la fois du CAC, et les niveaux dont il citait, c'était plutôt ceux du CAC que ceux du S&P, alors que là, on est plutôt sur le S&P, mais parce que lui, c'est plus un spécialiste du CAC, mais comme il dit, les niveaux se rejoignent un peu. Donc voilà, un petit peu. Alors, bon, je vais essayer, moi, de mouiller un petit peu sur ce que je pense sur le S&P. Le S&P, il y a plusieurs petites choses à regarder directement déjà. Si on utilise un petit peu donc le graphique, effectivement, tout le monde est d'accord que sur la graphique long terme, depuis 2009, ça fait que monter. Là-dessus, il n'y a pas de secret, on est d'accord. Premier point. Deuxième point, il faut quand même remarquer qu'il y a deux phases. Il y a une première phase où ça monte très vite, qui est cette phase jusqu'à 2011, qui est une phase où ça monte assez vite, et une deuxième phase maintenant dans laquelle on est rentré depuis le début 2012, et qui est nettement moins rapide. Donc il y a déjà un petit affaiblissement également. C'est pour ça d'ailleurs que sur les indicateurs techniques, on a une divergence baissière qui signifie que ça monte moins vite. Mais ça reste haussier. Dire qu'il faut vendre maintenant, non, évidemment, faudrait être fou derrière. Mais on voit que le marché
Alors, ce qui inquiète un peu tout le monde, c'est psychologique, hein. C'est pas tellement, c'est au-delà du trading, c'est au-delà de l'analyse technique, c'est de dire que quand ça a beaucoup monté, ça doit s'arrêter. Rien ne monte jusqu'au ciel. C'est pas vrai. Tant que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte et ça monte. Ça peut monter énormément. Alors, c'est vrai que tant que ça monte, on a le sentiment que beaucoup de gens sont en position déjà et qu'il n'y a plus de flux pour prendre des positions. Mais les positions ouvertes aujourd'hui ne sont pas très importantes. On n'a pas le sentiment qu'il y a vraiment un surconsensus haussier. Les gens sont plutôt haussiers, mais sont plutôt haussiers dubitatifs. D'ailleurs, vous voyez ici, il y a beaucoup de gens qui sont... C'est un peu topiche, ça pourrait marquer. Alors, ils sont pas très baissiers, mais ils sont un peu topiques, je considère que c'est un peu haussier. Pourquoi? J'ai plutôt le sentiment que c'est un asset psychologique vis-à-vis de la hausse. Dans la tendance, ici, il ne faut pas essayer de vendre. Pour l'instant, il n'y a rien qui ne marque le retournement baissier du S&P, surtout sur le long terme. C'est clairement haussier. Les seules choses, c'est une des règles de base du trading que tout le monde a tendance à oublier, mais pourtant que tout le monde connaît, restez dans la tendance. Positionnez-vous dans la tendance. La tendance, elle est haussière. S'il y a quelque chose à faire, c'est acheter. Alors, est-ce qu'on va acheter immédiatement? Est-ce qu'on va attendre, etc. On va peut-être affiner, parce qu'on peut affiner sur le long terme. Mais là, on voit... Et alors, là-dessus, j'étais un peu d'accord effectivement avec Tammy sur le fait que ici, on est en train de former une petite phase de consolidation depuis une forte hausse. Mais il y en a des petites qui se sont formées précédemment, et pour autant, ça n'a pas permis au marché de redescendre sérieusement. Donc là, on est un peu dans une phase de consolidation, et on est un peu bloqué sur, ici, c'est les 1740 à ce niveau en dessous, et au-dessus, c'est 1880, 1878. Voilà un petit peu où est le marché. Il est bloqué entre ces deux ranges. Alors, pour l'instant, si c'est bloqué entre les deux ranges et que vous avez du S&P, surtout si on regarde derrière un graphique un petit peu plus court terme, donc en daily, donc alors on va se positionner toute cette hausse là ici. Vous voyez, ici on est à 1600, donc ici c'est à peu près ici 1600, donc c'est cette hausse. Alors, Elliotistement, on peut décomposer, mais il y a plusieurs possibilités de décomposition. Et pour l'instant, ça continue à monter, même si on a un doji, voire doji star qui serait monté là-haut, pas tellement star, pour l'instant pas tellement étoile, c'est-à-dire susceptible de marquer de bloquer la hausse en tout cas, et qui pourrait signifier qu'on a une pause. Mais la pause n'est pas sérieuse pour l'instant. Effectivement, là-dessus j'étais également un peu d'accord avec ce que disait Tammy. Je vais le zoomer un petit peu plus ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre mon gribouillis. Voilà, hop, mon gribouillis. Ici on est, hop, et voilà, on va y arriver. Bougez pas, j'y suis presque, voilà, toc. Et alors, ici, il y a cette première phase de consolidation, et la phase dont on parlait, qui est celle-là, ici, sur le graphique mensuel, c'est en réalité ce gros mouvement-là de consolidation daily. Et donc, ce mouvement-là, il est effectivement, c'est 1740 environ, sous lequel il ne faudrait pas repasser, qui serait très dangereux pour le mouvement long terme. Si on repassait sous 1740, ça risquerait d'être dangereux, en tout cas pour marquer une pause susceptible de redescendre sur le gros support un peu en dessous des 1600, c'est-à-dire ici il y a 1600 et il y a 1576 ici qui serait une susceptible de tenir à ce moment-là. Donc pas très baissier, mais quand même ça fait une sacrée chute. Donc pour l'instant ici, si on regarde sur le court terme, cette zone, on est dans une zone de consolidation immédiate et qui est elle-même enfermée dans une zone plus importante de consolidation. Donc, pour l'instant, le meilleur conseil, c'est soyez flat, c'est-à-dire flat très court terme et flat long terme. Et essayez d'attendre, de rechercher un point pour essayer d'acheter et de se repositionner. Or, des points pour essayer de se repositionner, il y en a plusieurs qui vont se présenter. Si on est immédiatement ici, qu'on regarde, on voit qu'on a une phase qui peut être une phase de correction, et on peut dire on peut descendre un petit peu. Donc dès que ça va repasser, là c'est du gribouillis complètement, donc on va essayer de l'affiner un peu. Dès que ça va repasser au-dessus de l'ancien support qui était ici, ça sera un signal d'achat. On peut descendre sur la moyenne mobile ici qui est aux alentours des 1850, on peut encore continuer. Mais attendez, n'achetez pas contre le marché, c'est-à-dire que là on est en phase de correction un petit peu, on cherche, on attend que ça se stabilise un petit peu, je dirais acheter sur un creux. Pour l'instant, j'ai pas le sentiment qu'on se retourne, il n'y a rien qui me montre le retournement, j'ai pas une rupture de tendance, donc j'attends quelque chose sur lequel ça va se prendre appui, ça va tenir, et là je vais commencer à chercher un point d'achat. Donc moi je pense que sur les 1800, alors hop,
on va essayer d'effacer, sur le niveau de la moyenne mobile, là, à 1850, ça devrait globalement s'arrêter. Et là, je vais attendre une sorte, vous voyez, de retournement comme ça, un petit swing, et dès le swing, dès la reprise du swing, c'est-à-dire voilà, le marché se retournerait et repartirait, et s'il fait un petit swing, c'est là que j'essayerai d'acheter dans le second mouvement qui essaiera de partir. Ça, c'est la première solution. Première solution, on est en consolidation, il corrige un peu, j'essaye de me positionner pour essayer de reprendre la hausse, buy and dip, et poursuivre la hausse, et à ce moment-là, on dépasserait les 1900 et pourrait aller facilement vers les 1950, 2000, ça serait possible. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait envisager. Autre solution tout de suite, le marché fait pas, il s'est arrêté là sur la consolidation, il casse pas ce point qui est un peu plus haut, qui doit être aux alentours, un peu en dessous des 1850, il doit être à 1800, j'ai pas les chiffres ici, mais il doit être à 1840 à peu près, et si on casse pas ce point-là, et qu'on repart, évidemment, en repassant au-dessus, et si surtout il y a du volume, là on n'a pas les volumes, c'est très 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 important, les volumes, on a eu des discussions hier, eh bien, si ça recasse et ça passe les 1880, on va prendre 1880, 1884 le plus haut, vérifier le top, il y a 1878, il y a 1884, etc. Ces points-là, effectivement, acheteurs, etc. Donc, plutôt acheteurs pour l'instant sur des points de support sur lesquels on pourrait se positionner et qui pourraient permettre de jouer la poursuite de la hausse. Pour l'instant, vendre, c'est une hérésie. Sortir parce que ça stagne, oui, j'attends, je dis, ou alléger nettement, parce que je me dis, tiens, là, il y a incertitude, il y a une pause, après une pause, il peut y avoir, ça peut casser en retournement, c'est possible. Donc, on peut se méfier et dire, ok, j'allège complètement. Je parle du S&P uniquement, et pas d'autres marchés éventuellement. Est-ce que quelqu'un avait d'autres choses à ajouter sur le S&P? D'accord. Pas sur le S&P, mais bon, on est dans le même sens. Hier, je ne sais pas pour ceux qui ont assisté, j'avais parlé du gold. Et même si bon, ils sont normalement inversement corrélés. L'année dernière, on a eu de beaux signaux vendeurs sur l'or. La tendance, pour l'instant, sur une base hebdomadaire, elle est encore extrêmement vendeuse. On a eu ces dernières semaines une hausse sur l'or, donc une forte hausse sur l'or. C'est intéressant pour nous parce qu'encore une fois, c'est une valeur refuge. C'est une situation également intéressante parce que lorsque le gold monte, ça montre également un signal de faiblesse sur les indices. Et donc nous, on a vécu cette situation ensemble où on a eu cette panique à un certain moment. Il y a eu la Crimée, bruit de bottes, Poutine qui annexe la Crimée. Et à un certain moment, et donc là je développe, on a pensé au pire. Parce que il faut pas oublier qu'encore une fois, là, on a une tendance. D'accord? On est dans l'aspect technique, et donc moi je remercie André parce que pour son super diagnostic ainsi que mes confrères. Mais l'idée, elle est là, c'est que pour l'instant, tout est bon, tout est correct, tout est bien orienté. Mais à un certain moment, on a eu le gold qui montait, et on a eu cette situation de panique, les marchés qui ont baissé. Donc nous, on a quasiment, les étudiants, on a vendu. Donc ce que je veux dire également, c'est qu'on n'a pas hésité à vendre quand c'était intéressant. Donc quand le marché est extrêmement intéressant à vendre, on n'a pas hésité à acheter. On a un biais qui est plutôt acheteur, mais on n'exclut pas cette situation où le marché risque de craquer. D'accord? Et c'est pas quelque chose qu'on va exclure, même si, comme je vous l'ai expliqué précédemment, ça peut mettre du temps. Mais on est sur une situation où le gold est autour des 1300 maintenant, mais il a atteint les 1400. Et pour moi, le point clé sur le gold, et c'est très très important par rapport aux indices, il est à 1450, 1500. Et si ça casse, donc on réintègre une tendance quelque part haussière, le RSI pour moi sur une base hebdomadaire repasse acheteur, et ça vient appuyer notre diagnostic d'un retournement majeur. Donc là, on a eu cette hausse, j'ai eu peur à un certain moment, on était acheteur sur le gold, puis il a commencé à baisser, et ça a permis de soutenir les indices. On a vu les indices qui montaient, le gold qui baissait. Là, le gold, pour l'instant, il est toujours dans une tendance de fond baissière, mais il faut avoir en tête ce niveau des 1450, 1500, parce que pour moi, si effectivement on les casse à la hausse, là, les indices seront beaucoup plus faibles parce que là, on a véritablement ce phénomène de panique, de valeur refuge, cette situation, finalement, on va sortir des indices et on va essayer de rechercher des actifs assez sûrs. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais ajouté. Alors, autre point, nous, on travaille plutôt sur le DAX, pas sur le S&P, mais sur le DAX, le niveau clé qu'on a surveillé, nous, c'était les 8900, 9000. Pour nous, c'est de gros niveaux. Et en dessous de ce niveau,
c'est pas bon du tout. D'accord, le S&P il a une configuration qui est la sienne, mais le DAX en dessous des 8900, 9000, je suis, comment dirais-je, je serais assez baissier en cassure de ce niveau. Merci Tammy. Alors, le temps passe vite, on parle beaucoup, alors on va essayer d'aller plus rapidement. On va passer, je propose qu'on passe tout de suite au CAC, de crainte qu'on n'ait pas le temps de le faire à la fin, et puis éventuellement, si on aura du temps, on refera le Hang Seng et le Nasdaq ultérieurement, mais on va tout de suite passer au Nasdaq, donc au CAC. Donc, je te repasse la main tout de suite, Tammy. Le CAC, que penses-tu du CAC ? Ok, alors ça va être très très rapide. Alors, moi, je l'avais dit l'année dernière, je le dis à chaque fois. Effectivement, ce qui explique la faiblesse du CAC, ça reste l'économie française. Point. Parce que certaines personnes me posent la question et pourquoi le S&P a fait des nouveaux records historiques, pourquoi le Dow Jones a fait des nouveaux plus hauts historiques, pourquoi le DAX est beaucoup plus haussier que le CAC. Il ne faut pas oublier encore une fois l'aspect fondamental, même s'il n'est pas essentiel sur les marchés. Alors ça, c'est la première chose. Le deuxième point, je vais peut-être utiliser la souris. Merci infiniment. Donc ici, on voit bien qu'on est dans un immense range, d'accord ? Que le marché, il monte, mais c'est très, très poussif, d'accord ? Par contre, les moyennes mobiles sont plates, en weekly, bon, c'est plutôt haussier, mais on voit bien qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Par contre, la tendance sur une base hebdomadaire, elle est toujours clairement orientée. Ça c'est hebdomadaire. En quotidien, elle est toujours bien orientée, mensuel, voilà, c'est pour ça que je me disais. Donc en hebdomadaire, elle est toujours bien orientée. On ne peut pas dire que le CAC 40 est vendeur, d'accord ? Et donc, même scénario, même stratégie. Au-dessus, on est dans une situation, donc au-dessus des 4500, parce que c'est un chiffre rond, au-dessus des 4500, c'est plutôt positif. Hein. Et alors, les stratégies, effectivement, Jean-Louis a raison de parler de méthode. Effectivement, il faut avoir une méthode, il ne faut pas travailler n'importe comment, il ne faut pas acheter n'importe comment. Donc, lorsqu'on casse ces niveaux, l'idéal, ce serait effectivement d'avoir des configurations parfaites. Donc, moi, ce que je privilégie dans ces situations, c'est effectivement d'attendre des points bas. Et donc, on est dans une situation où on veut et on va rechercher à tout prix des convergences. C'est quoi une convergence ? C'est une situation où effectivement toutes les unités de temps vont dans le même sens et là c'est généralement explosif. C'est pas impossible, donc au-dessus des 4500, effectivement, de travailler à la hausse. Maintenant, moi, ce n'est pas mon marché de prédilection, parce que je le trouve plutôt mou par rapport à d'autres marchés. Il y a des marchés qui sont beaucoup plus intéressants, qui boostent mieux, mais la stratégie, elle est clairement au-dessus des 4500, on est acheteur. Et pour moi, effectivement, le risque, il est véritablement autour des 4000, où là, on a un gros support. Et là, on a effectivement quelque chose qui risque d'être assez méchant, avec en ligne de mire les 3800, 3500. Voilà. Donc ça, c'est le risque pour moi. Et le point, encore une fois, sur lequel j'ai envie d'insister, c'est le gold. Pour moi, c'est un excellent baromètre parce que on n'a pas trop d'infos sur les indices. Le S&P, c'est important de le dire, il est quand même perché. On est sur des plus hauts historiques. Et le gold va nous donner une information. D'accord ? Voilà. D'accord. Stéphane ? Non, c'est ça. Voilà. Alors, moi, je suis un adepte d'une méthodologie qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais je m'en sers énormément pour cerner un peu l'évolution du CAC 40. C'est-à-dire qu'une fois par mois, je fais objectivement avec mes modèles l'analyse des 40 valeurs du CAC 40 en disant, voilà, dans le prochain mois, quel peut être le potentiel maximum de chaque valeur du CAC 40 par rapport à mes concepts techniques et quel est le potentiel maximum de baisse. De façon à rapporter après cette analyse en fonction de l'indice de pondération de chaque valeur dans l'indice, parce que toutes les valeurs n'ont pas le même poids dans l'indice. Et donc, j'ai fait l'analyse juste avant de venir. Donc, pour le prochain mois, la borne basse potentielle pour le CAC 40, c'est 4070. Et la borne haute potentielle pour le CAC, pour le prochain mois, c'est 4550. Généralement, on échoue toujours. On ne va jamais chercher parfaitement ces niveaux, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que toutes les valeurs montent en même temps sur les mêmes niveaux ou baissent toutes en même temps sur les mêmes niveaux. Voilà. Je fais énormément confiance à cette approche. Ça fait 25 ou 27 mois maintenant que je fais ça, et simplement sur un mois, on a dépassé ces bornes-là.
Donc tout ça pour vous dire qu'on est quand même très haussier sur le CAC 40 et effectivement il y a un gros niveau qu'il ne faudra surtout pas casser sous peine d'avoir des ennuis vraiment importants. Comme l'a dit Tammy, je suis d'accord, c'est 4100 points et ça monte, ce niveau monte grosso modo de 50 points tous les 2 mois à peu près selon moi. Quand on regarde sur mes graphiques, toujours on voit bien ce canal, on voit toujours, moi, ma bande bleue qui a un enchevêtrement de moyenne mobile. Et effectivement, vous voyez, conformément à l'analyse que je viens de vous décrire, on le voit également sur le graphique avec cette zone très importante ici, 4060, 4100, qui sera compliquée maintenant à enfoncer. Mais si on l'enfonce, sauf qu'il peut, je pense, parce qu'on redescendra quand même sur des niveaux bien inférieurs, peut-être pas 3005, mais entre 3008 et 3006, peut-être, oui. Alors, par contre, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on reste quand même dans une tendance haussière et vous voyez que ce canal, en fait, le haut de ce canal, bien, il est un petit peu situé au-dessus de 4600 points. Donc pour moi, j'ai pas l'impression qu'on puisse quand même l'atteindre dans l'immédiat. Tout simplement par rapport à la lecture de ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à l'analyse de chaque valeur du CAC 40. Donc stratégiquement, bien sûr, c'est haussier, mais quand on dit c'est haussier, on achète, il faut quand même essayer d'associer un timing, parce qu'on ne peut pas acheter à n'importe quel moment dans une tendance. Alors c'est vrai que si on fait de la prospective un petit peu moyen terme, eh bien il faudra systématiquement acheter l'indice quand on revient dans la zone entre 4050 et 4100, et puis alléger de nouveau les positions. Eh bien c'est vrai qu'actuellement à 4430, ça bloque sévèrement, donc on peut commencer à alléger. Et si on continue à monter, attention, je ne suis pas sûr qu'on monte dans des proportions terribles. On peut avoir une montée un petit peu anthropique, rapide, mais tout de suite avoir de nouveau une rechute et quelque chose d'assez mou. Donc voilà, je pense que mon scénario, c'est toujours escompter des achats plutôt dans cette zone-là, 4070, 4100, même peut-être un poil plus haut maintenant, et puis alléger sévèrement entre 4410, 20, et puis si on monte un peu plus haut, vers 4500. Voilà. Moi, je vois pas beaucoup plus, c'est un peu minimaliste, mais les graphiques indiquent ça, donc on ne peut pas non plus vous promettre un 4007 ou un 5002 à la fin de l'année. Voilà. Entendu. Merci Stéphane. Jean-Louis. Déjà, premier point, ne regardez jamais le CAC 40. Aucun intérêt. Ça ne se traite pas, ça se calcule. Donc, vous êtes en train de regarder un truc, ça ne veut rien dire. C'est une image d'un marché. Et c'est pas ce qui se traite. Vous comprenez ça? Ce qui se traite, c'est le futur CAC 40. Si vous regardez autre chose que le futur, ça ne sera pas bon. Parce qu'il va y avoir des dividendes. Et d'ici un mois, 2 mois, le CAC va perdre 100 points. C'est pas qu'il va les perdre, c'est que 100 points de richesse va partir, donc les dividendes, dans la poche des actionnaires. La différence avec le DAX, c'est quoi? C'est que le DAX intègre les dividendes dans ce qu'on calcule, et le CAC, lui, ne les intègre pas. En gros, le CAC, c'est la performance des sociétés hors dividendes, et ce que représente le DAX, c'est la performance du portefeuille, si vous voulez. Vous comprenez? Parce que les dividendes sont intégrés. Là où je ne suis pas d'accord avec Tammy, c'est que le CAC et le DAX, sur de nombreuses années, ils ont à peu près la même performance. La même performance. Pas du tout. Et, bien sûr que si. Et si vous regardez... Non, mais attendez, là, c'est mon métier depuis 30 ans. Si je vous dis ça, c'est que je ne me trompe pas. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'on est sur 2 planètes, quoi. Voilà, je m'aperçois que... Mais au moins, prenez ce que je vous dis, dites pas non, dites ok, il a tort, c'est un abruti, vous le mettez sur un coin de papier, Jean-Louis, il y a des graphiques, il y a des graphiques du CAC avec le dividende réintégré. On sait très bien qu'aujourd'hui le DAX est venu flirter avec ses plus hauts, le CAC avec ses dividendes, il n'est pas au plus haut, il serait aux alentours, c'est là une discussion, on serait à 5000, à 5009, effectivement on serait beaucoup plus haut que ce qu'on est, mais on ne serait jamais à 7000. Alors que le DAX, il est au-dessus de ses plus hauts, avec le dividende réintégré. Également sur le S&P, également sur le Dow, et également sur tous les marchés qui sont ce calcul. Alors évidemment, nous on est crétins, on est français, et on calcule effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le CAC. Le CAC tel qu'il est,
sans les dividendes, il est pas. Mais tu l'as, je te l'amènerai le graphique avec les dividendes. Il existe. Comment est calculé le SPI? Avec réintégration des dividendes. Bon, est-ce que quelqu'un sait comment est calculé le SPI? À part, moi je lève la main. Est-ce que quelqu'un sait? Ah, monsieur, vous savez? Merci. Au moins, il y en a un dans la salle qui sait que c'est calculé hors dividende. Merci, monsieur. Mais les repères, c'est ce qui s'échange, je ne sais pas ce qui se calcule. Comment? Au quotidien, ça me sert à rien. Mais bien sûr que si, c'est primordial. Bien évidemment, surtout que là, on va rentrer dans la période des dividendes. Non, mais moi, souvent, ce que j'essaye le message que j'essaye de faire passer, c'est en dehors du fait de Jean-Louis, je reviens sur le DAX. Non, mais je reviens sur le DAX. Il est calculé. Essayez de comprendre comment les règles du jeu, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Jean-Louis, tu es d'accord que le DAX, il est calculé avec réintégration du dividende. C'est ce que je viens de dire. Et le SPI, non. Et le SPI, non. Et or... Tu viens de dire oui. Non, le SPI, il est calculé. Mais c'est pas. Je parlais du DAX avec. Alors moi, effectivement, je considère que le SPI est calculé avec réintégration du dividende. Mais tu parlais du DAX et tu disais qu'on ne peut pas les calculer. Pour moi, si comment ça s'appelle, le CAC avec réintégration des dividendes, il y a le graphique, il existe, il n'a jamais cassé son plus haut historique. Le DAX, si. J'ai perdu le fil de la divagation à un moment donné qui m'échappe. Avez-vous vraiment le sentiment que le CAC 40 est une représentation de l'économie française? Vous savez, en 1985, les sociétés françaises, sous l'impulsion de François Mitterrand, c'est ça qui est drôle, mais se sont ouvertes au monde. Et aujourd'hui, ce sont en gros des world companies, vous voyez, si on veut prendre cet exemple. La situation spécifique de l'économie française s'en foutent, mais royalement. Mais aujourd'hui, ils vont tous chercher à faire du business à l'étranger. Ils font pas. Enfin, Total n'a rien à envier à une boîte américaine dans le même secteur. Ils se foutent totalement, vous voyez, de ce qui se passe en France. Vous savez, par exemple, là, vous parlez des banques. Toutes les salles de marché se sont barrées à Londres. Ils sont tous à Londres. C'est fini. Il y a SocGen, ils ont 10 Pékins dans la salle de Forex qui fait un peu de transactions. J'ai un copain qui y est, donc il me disait 25, 20, 18, 16, 15, 12. Et là, je crois qu'ils sont 12 ou 8, je ne sais plus. Enfin, je sais plus où ils en sont. Voilà, petit à petit. Ça... Non, mais... Bon, enfin, pour moi, ce n'est pas une représentation. Alors moi, après, j'ai essayé de vous dire que déjà, vous ne faites pas avoir. Vous allez avoir une centaine de points de perdus qui sont dus aux dividendes. Donc, première chose. Bon. Et ça, il faut en tenir compte dans vos calculs. C'est-à-dire que si vous commencez à vous intéresser à prenez le cas des CFD. CFD, c'est le cash. Vous êtes d'accord? Bon. À chaque fois qu'il va y avoir des dividendes, ça va donc amputer, ça va diminuer le prix du CFD. Et sur cela, ils vont considérer que c'est un dividende et ils vont vous imposer à 30% en moyenne. Pensez-y. Pensez-y. C'est important. 30% de 100 points, ça fait beaucoup d'argent. Le futur, lui, c'est une constante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contrat futur à échéance, par exemple, juin, à toute chose égale par ailleurs, si le marché ne bouge pas du tout, c'est le cash qui va rejoindre le futur qui déjà a anticipé la variation du CAC 40 avec les dividendes qui vont venir l'amputer. Donc, parfois j'entends des gens qui disent « Ah tiens, dans la période de 2 mois, ça va baisser ». Bah ouais, déjà, ils ont 100 points de bénéfice dès le départ. Alors déjà, ils ont des chances de... C'est pas le but, c'est pas ce qui a été dit ce soir, hein, c'est pas ce que je dis, mais il faut y penser à ça. Donc, moi, je vous dis simplement, regardez le futur. Déjà. Alors,
C'est pas simple non plus, parce qu'il y a des méthodes, parce que vous pouvez pas mettre le futur bout à bout comme ça, c'est pas si simple que ça, mais déjà, si vous essayez de faire une stratégie, on va dire, moyen terme, déjà, intéressez-vous au futur. C'est très important. C'est la seule constante que vous avez. Pourquoi on va dire que c'est une constante? Parce que les taux d'intérêt étant à zéro, pratiquement, le spread entre le cash et le futur est totalement ridicule. Voilà. Alors, moi, j'estime que ce n'est pas une représentation de l'économie. Et là, je ne suis pas... Non, mais on pose des axiomes, alors on peut s'opposer, c'est le but du jeu. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Hein. Moi, je défends mon point de vue. Non, après, vous notez. Le problème, Jean-Louis, très bien, on a des discussions, on verra. Bon, j'essaierai de sortir les graphiques, je mettrai sur Twitter et Facebook, et tout le monde pourra voir le DAX, etc. On en reparlera, c'est pas grave. Par contre, la question, c'est de savoir, que penses-tu du CAC? Est-ce qu'il va monter? Alors, rapidement, pour que je puisse intervenir en 3 minutes à la fin, alors, mais sur le CAC, est-ce qu'il faut en acheter? Est-ce qu'il faut le vendre? Est-ce qu'il faut rien faire? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question surtout, je pense que les gens ont plus intéressé. Ben, justement, je crois pas, c'est la méthode. C'est comment on l'aborde. Je pense que, oui, mais la méthode, ils peuvent venir chez toi pour l'apprendre. C'est pas ça. D'accord, donc là, ok, un peu de pub, Perceval Finance. Mais par contre, ils veulent savoir, là, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que je fais demain? Non, c'est prendre conscience que les outils, si vous voulez, vous devez les utiliser. Si vous ne les utilisez pas, vous êtes... Enfin, aujourd'hui, ceux qui gagnent de l'argent, ce ne sont pas ceux qui jouent du directionnel. Tant que vous n'aurez pas ça en tête, vous ne gagnerez pas. Vous allez gagner, il y a toujours un mec qui gagne au loto, mais si vous voulez gagner sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, en étant tous les jours sur le marché, en ayant tout le temps une position, c'est pas en jouant du directionnel. Vous n'y arriverez pas. Vous comprenez ça? C'est du rêve. On vous vend du rêve. Il faut utiliser les outils que tout le monde utilise dans les salles de marché. Ils ne font pas de directionnel. Vous, ils vous vendent du rêve en vous vendant par exemple des varans, des turbos, des trucs comme ça, et ils se couvrent avec du marché qui est un marché comme le futur CAC 40, les options, enfin sur le monnaie pour parler en France des marchés des options négociables, et ils vous vendent de la volatilité, ils vous vendent des taux marketés, etc. Ils vous vendent des taux à 3, 4, 5, 6%, et pendant ce temps-là, ils achètent du taux à 0%. Prenez conscience d'une chose, vous faites du SRD. Bon, tiens, revenons au CFD. Non, mais moi, je m'en sers des CFD, mais il faut savoir comment ça fonctionne. On vous dit, par exemple, le taux d'intérêt aujourd'hui sur le CFD, il a combien? 3-4%? 3%? Donc déjà, il n'est pas à 0,5. Mais c'est pas grave. Il est à 3%. On vous dit, vous avez le droit de jouer 20 fois la mise. Mais beaucoup plus. Il y en a qui jouent 50 fois. Moi, j'ai vu des trucs de fou. 100 fois. Ils n'ont aucune chance. Mais c'est comme ça. Alors, vous jouez 20 fois la mise avec un taux d'intérêt. Allez, on va prendre 3%, on va être gentil. Ça veut dire qu'ils vous prêtent sur votre nominal de l'argent à 20 fois 3%, c'est-à-dire 60%. Et en plus, ils sont comme une banque, enfin, à la différence d'une banque, l'argent est chez eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent couper la position quand ils veulent. Donc prenez conscience de ça, c'est-à-dire que vous avez emprunté de l'argent à 60% sur votre nominal. Ok? C'est tout. Un petit exemple comme ça. Le SRD, il est à 6, 7, 8%. Vous jouez à 5 fois la mise. Ben, 5 fois la mise fois 7% aujourd'hui à peu près, 35%. 5 fois 7, 35. Et l'argent est chez eux. C'est des choses comme ça qu'il faut prendre conscience. Sinon, vous ne gagnerez pas, parce qu'à la fin, vous allez vous faire bouffer. C'est tout. Bon, alors maintenant sur le CAC, moi je le dis tous les jours, alors là j'achète vers 4345. Ma première alerte intraday, c'est 4345 cassé. Ensuite, c'est 4305, 4285 et retournement de situation 4205. 4205, ça veut dire que si on le casse, je ne peux pas me permettre d'attendre 4050 ou 4070. Donc 4205, j'estime qu'on rentre dans une nouvelle phase de marché. Pour autant, aujourd'hui, cette phase de marché, il n'y a pas de raison qu'elle soit très baissière. Voilà. Mais on est sorti d'une phase par rapport à 2013 qui était des grands mouvements de hausse, de baisse, de hausse, de baisse, avec une hésitation ambiante terrible. Tout le monde hésitait à faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que par rapport au point bas, souvent, ça rebondissait très vite. Et là, donc moi, je vous propose des niveaux très proches. Et sous 4205, futur avril, mais il va changer ce niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous dis 4205, mais sur mai, c'est plus la même chose. Ça sera un autre niveau parce qu'il va y avoir des dividendes. Vous comprenez? En mai. Donc, c'est tout. C'est ça que je voudrais que vous ayez en tête. C'est très important. C'est très important. Sinon, on ne parle pas le même langage et on ne se comprend pas. Donc voilà, ça, c'est les niveaux proches à partir desquels on va chercher à travailler.
faire des scénarios probabilistes, faire un scénario principal le plus probable possible et utiliser des outils qui sont à votre disposition, mais malheureusement dont on ne vous parle pas suffisamment. C'est ça que je regrette. Voilà, c'est tout. D'accord, entendu. Bon, alors on va essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails sur le marché. Donc d'abord, je voulais reprendre un peu ce qu'on avait dit en septembre. Donc vous pouvez regarder sur la vidéo, c'est vidéobourse.fr qui est un site qui filme toutes les vidéos. Et donc en septembre, on était aux alentours des 4200. Vous vous souvenez, en septembre, c'était à Champéry, on était à 4200. Moi, je suis arrivé un petit peu en retard. Tammy n'était pas là, il avait été représenté par un de ses élèves. Et donc, à l'époque, alors je suis arrivé un peu en retard, mais j'avais un peu le sentiment, à vérifier quand même sur toutes les vidéos, que tout le monde était topiche, c'est topiche, ça va être, c'est terminé, etc. Et moi, j'avais le sentiment, et je l'avais dit, pour l'instant, le marché reste haussier, on va aller chercher 4003, certainement 4004, et on pourrait pousser vers 4005. Parce que j'ai dit, il suffit de regarder la vidéo. Et à l'époque, tout le monde avait dit, ouh, ça fait beaucoup, etc. Et quand on regarde maintenant le marché, on s'aperçoit que ça s'est pas trop mal passé, mais on voit quand même que ça s'est passé difficilement. C'est-à-dire que sur la fin, là, vraiment, sur les premiers mois, les derniers mois de 2013 et les premiers mois de 2014, depuis, on est vraiment en oscillation terrible. Je parlais tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, de ce qu'on appelle des 3 petits Indiens, Three Small Indians. C'est une pattern, c'est-à-dire une figure de day trader américain qui utilise, qui a été créée par Linda Bradford-Rashke. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'elle est venue en 2004 et puis elle est venue en 2007 au Salon du Trading. C'est une des meilleures tradeuses américaines, écrit beaucoup d'ouvrages avec Larry Connors, vraiment révolutionné un petit peu la manière de voir les marchés. Et elle a un truc qui s'appelle les 3 petits Indiens. Et donc les 3 petits Indiens, on serait peut-être en train de les former. Là, vous auriez un sommet, un creux, un sommet, un creux, et on formerait peut-être pour aller chercher finalement 4005, un 3e petit sommet, mais on voit visiblement sorte de wedge, si vous voulez, les 3 petits Indiens, ben c'est une espèce de wedge ou de biseau qui montre l'essoufflement du marché. On voit que le marché a de plus en plus de mal pour monter. Il monte beaucoup moins vite que, par exemple, à la mi-2013, il montait assez vite. Là, il avait beaucoup stagné au début 2013, mais après, avec des grands yo-yo et un triangle inversé. Mais depuis, il avait monté très fort. Et là, maintenant, ça a du mal. Ce qui fait que, globalement, sur les indicateurs techniques, je vais baisser un petit peu de zoom, on est plutôt en divergence, on voit ces éléments. Pour l'instant, je reste orienté, moi je m'attends à une correction quand même jusqu'à revenir sur 3700 et après on verra, parce que le gros point des 3005, pour l'instant, il va falloir casser, et même un petit peu en dessous, 3480, il faudra casser ce support pour vraiment engager un grand mouvement baissier, mais pour l'instant on l'a pas. Et si on casse les petits Indiens, effectivement, c'est un peu en dessous de 4200, c'est 4190. Ensuite, il y a 4100, il y a différents niveaux, mais dès qu'on casse 4000, c'est fini. Normalement, on devrait glisser et repartir vers, je vous dis, les 3700, c'est à peu près le niveau qu'on pourrait dire. Donc, par exemple, et ça pourrait aller assez vite. Je pense que d'ici encore un mois ou deux, on aura fait le top à 4005, et derrière, on engagera plutôt le baissier. Donc, au Friday Forex, auquel je vous donne rendez-vous, qui sera le 13 juin à l'espace Champéret, uniquement le Forex sur toutes les formes, comme vous l'avez jamais pu l'entendre, options binaires, futures, spot, CFD, etc., pour jouer le Forex. Et des duels de trading en réel sur le Forex, sur les devises, avec 50 000 vrais euros chacun des intervenants ayant 50 000 qui perdent de l'argent devant vous, qui ont le courage de venir jouer leur notoriété et également leur fric devant vous. C'est intéressant, ça vous permet de voir un peu comment vivent ces traders. L'année dernière, c'était Cezar Balázs, le Hongrois, qui avait gagné. Et à ce moment-là, c'est-à-dire donc d'ici 3 mois, on aura certainement touché les 4500 et on devrait être topiche et commencer à amorcer ce retournement pour revenir casser un peu les 4190, mais je pense pas qu'on les aura cassés déjà à 4190. Donc moi, on a 3 minutes, on a fini de l'heure. Je vous remercie pour ces 2 journées d'analyse technique. Je remercie également
tous mes collègues de l'analyse technique qui sont venus, qui ont accepté de venir discuter avec nous, même si des fois c'est un peu chaud entre nous, et justement c'est ça le jeu, c'est de vous permettre de comprendre. Il y a pas, tout le monde n'est pas d'accord dans du même avis, mais ça vous permet de réfléchir et d'avoir des idées sur ces différentes notions. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans 3 mois au Friday Forex. Merci.